il réécrit la vérité historique. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais c'est la Russie soviétique qui a détruit l'armée allemande. C'est ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français qui ont pris une raclée. Exactement comme c'est la France dans la Première Guerre mondiale qui a résisté à l'Allemagne, et ben, dans la Seconde Guerre mondiale, c'est la Russie qui a détruit l'armée allemande. Alors, on peut après épiloguer 107 ans, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'armée allemande n'était pas faite pour les guerres longues, c'est-à-dire qu'il était fait pour les guerres rapides. Ils avaient de mauvaises communications. Vous voyez, il y a des détails techniques. Mais il n'empêche que c'est la Russie soviétique qui a détruit l'armée allemande, comme c'est la Russie qui a détruit l'armée de Napoléon. En fait, j'avais lu ça dans Raymond Aron, il disait il y a eu deux grandes armées. La plus grande armée du siècle, du 19e siècle, c'est celle de Napoléon. La plus grande armée du 20e siècle, c'est l'armée allemande d'Hitler. Et à chaque fois, c'est la Russie qui a détruit cette meilleure armée du monde. Voilà, ça c'est une chose fondamentale. Il ne faut jamais oublier ça. Vous savez d'ailleurs, en 1945, il y avait un sondage, on a demandé aux Français, vous savez ce que je vais dire, ouais. Et 80% des Français disaient qui avait gagné la guerre, l'URSS. Oui, Mais oui, aujourd'hui c'est inversé, pourquoi? Alors pourquoi? Comment? On nous aurait menti? On a inversé l'histoire? Ah oui. On a inversé l'histoire? Oui. On a réécrit l'histoire? Oui, et pour nous, en fait? Oui, exactement. C'est simple. Guerre froide. Donc évidemment, tout de suite, on dit l'URSS, c'est le nouveau diable, il remplace l'Allemagne. Bon. Puis le plan Marshall. Les Américains nous aident, nous déversent des millions et des millions de dollars pour acheter leurs produits. Donc on adore les Américains. Bon, c'est humain. Troisièmement, le plus important, Hollywood. Hollywood a fait croire que ce sont les Américains qui ont gagné la guerre, comme d'ailleurs Hollywood, dès les années 30, faisait croire que c'était les soldats américains arrivés en 17 qui avaient battu l'Allemagne. C'est la même histoire, ils font toujours la même chose. Ils se profitent, c'est leur fameux soft power, quoi. Ils sont géniaux pour ça. Ils réinventent une histoire, et après, tout le monde croit à cette histoire réinventée par Hollywood. Ouais, mais nous, la France, dans tout ça, je veux dire, on la ne France, peut pas faire ça, barrage. on est dans du camp. Non, mais sur l'histoire, on ne peut pas faire barrage par rapport à cette histoire qui vient et qui nous réécrit l'histoire et on il la faudrait déjà qu'on apprenne l'histoire à l'école. Ça serait déjà bien. Pendant longtemps, la France a fait barrage, vous ne croyez pas si bien dire. Ah oui. Bien sûr. Dans les années 60, l'alliance, en gros, politique entre les gaullistes et les communistes, ils étaient liés par une chose, l'anti-américanisme. Donc, ils ont fait barrage. Dans les années 60 encore, nos pères et nos grands-pères savaient que c'était l'URSS qui avait gagné la guerre. Quand est-ce que le barrage a craqué? Je dirais les années 80. La conjonction entre la fin de l'enseignement de l'histoire sérieuse dans les écoles et la fin du duopole gaulo-communiste remplacé par les libéraux d'un côté à droite et les socialistes de l'autre. Je pense que c'est ça, vous voyez, pour pas aller vite. Mais pour vous dire, vous savez, il y a un mot magnifique du général de Gaulle, vous savez, il aimait manier l'humour noir. Et un jour, il va en 44, 45, il va en URSS, invité par Staline et tout, et on l'emmène voir Stalingrad. Charnier énorme. Vous savez que d'ailleurs, maintenant les spécialistes militaires disent que Hitler a été stupide d'attaquer Stalingrad, et qu'il était attiré par le nom, parce que c'était Staline, et qu'en fait, il n'aurait jamais dû attaquer, c'est une erreur stratégique, mais passons. Et donc on lui montre tout ça, et de Gaulle lâche « Quel grand peuple !» Alors le traducteur s'empresse de traduire « Quel grand peuple !» en pensant que, évidemment, il parle de la Russie, puis il s'arrête, de Gaulle, et il dit « Je parlais des Allemands, évidemment ». Ah oui, d'accord. Donc c'est pour vous dire que la bataille a été terrible. Vous savez, les Russes se sont battus, mais comme des forcenés. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait face à l'Allemagne. Jamais les Allemands n'ont cru que les Russes allaient les arrêter. Et surtout que Staline avait fait l'erreur, il avait décapité son état-major avant. Et donc quand les Allemands sont arrivés, ils sont rentrés comme dans du beurre parce que l'armée était désorganisée. Mais ensuite, ils se sont battus, mais c'est inimaginable. Il faudrait rendre hommage aux Russes pendant des années. J'ai plein de questions. Harold Iman, ensuite Marc Menon, rapidement, et mes questions. Je peux contre-attaquer point par point? Ah, mais je vous en prie. Oui, alors, bon... on va faire le plaidoyer pour l'Amérique. Non. Pour ce que j'appelle, moi, la réalité historique, mais évidemment, chacun aura la sienne. Ouais. L'histoire n'est pas une science exacte. Bon, déjà, moi, je pense que c'est soviétique 2 tiers, Amérique et cohorte 1 tiers. Ouais. OK? Dans la victoire finale.
sans l'arrivée des Américains par la Normandie, ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus meurtrier. Oui, mais ils auraient gagné. Comme ils ont battu Napoléon. Vous connaissez le mot de... Je ne sais pas si j'ai déjà raconté. On demande à Staline, vous devez être fier d'être à Berlin. Et il dit, le tsar Alexandre est arrivé à Paris. Alors, de toutes les façons, je ne sais pas si ça pouvait se reproduire. Les Allemands ont dû énormément dépoiler le front de l'Est pour aller contre-attaquer. Pas tel. Et puis, oui, si. Et ils avaient... je vous rappelle que le deuxième front de l'Ouest, il arrive en 44. Donc déjà, les Allemands sont battus. Je ne veux pas vous offenser. Non, ça arrive en 43 en Italie. En 43 en Italie. Oui, en 43 en Italie. Ils étaient déjà présents sur la ligne gothique. Mais bon, je dis un tiers, deux tiers. Ouais. Mais si vous voulez dire 90%, ça me va. Oui. Mais voilà. et puis, les Soviétiques se sont ultra mal battus dans les premières semaines. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'armée était désorganisée par Staline. Mais ils ont eu des centaines de milliers de prisonniers. Mais des centaines et des centaines et des centaines. Je sais pas, ça a dû dépasser les 300 000. Oui, d'accord. Donc, c'était pas si super que ça au début. J'ai pas dit le contraire. C'est seulement après. C'est seulement après. Il y avait un autre truc, c'est qu'ils n'étaient pas dans la guerre avec les Japonais. Ils avaient un accord secret avec les Japonais. Et ça s'est tenu tranquille. Ils étaient tellement sûrs des Japonais qu'ils ont pu envoyer tout ce qu'ils avaient mis en Mandchourie, choup, par train, et l'envoyer en Europe. Donc voilà, il y a des choses qui expliquent. Ne vous inquiétez pas, on rattrape le fil tout à l'heure. Arme, non. Non, je voulais pas le casser. Non, mais on est là pour s'exprimer. Pour aller dans le sens d'Éric Zemmour. On ne pas à Rolliman. Non, chacun donne son point de vue, on est là pour ça. Parce que je suis là en observateur, je lis, et c'est vrai que vous dites, à un moment donné, les Russes, c'est une sorte de pagaille, il y avait donc plus de généraux, il y avait une difficulté à être mobilisés. Mais c'est la même configuration pratiquement que les forces de Koutouzov. Koutouzov, dans un premier temps, voilà. Eh oui. Et puis après, il y a quand même un élément que tout à chacun sait, c'est l'hiver russe. À un moment donné, il est l'allié objectif de ses habitants. Et puis je répète, Marc, les Allemands n'étaient pas faits. Je découvre au fur et à mesure, parce que je continue à lire des livres là-dessus. Il y a des très bons historiens qui ont travaillé là-dessus. Et les Allemands étaient faits pour une guerre courte. Ils n'avaient pas des bonnes, vous savez, coordination avec l'arrière. Donc c'est tellement grand la Russie que c'est très difficile de se coordonner. L'erreur, c'était d'attaquer. Éric de Riedmaten et ensuite Éric Zemmour. Le programme d'Hitler. Oui, le vrai adversaire, c'est la Russie. Exactement, c'était la colonisation Exactement. de l'espace eurasien. Exactement. Comme les Américains, comme les Anglo-Saxons avaient fait pour l'Amérique. Non, maintenant, moi, je voulais juste dire que si on avait peut-être oublié l'Union soviétique comme étant le vainqueur, c'est parce qu'aussi il y a eu les horreurs, ces camps, ces abominations de la guerre, et que c'est vrai que pas pendant la guerre, mon cher. Non, mais je C'est sais avant bien, la guerre. non, mais peut-être, mais l'image de l'Union soviétique n'était pas très reluisante. Guerre froide, on est d'accord. C'est Le ça, communisme, donc, non, on est d'accord. c'est peut-être pour ça que dans les nous, histoires, non, non, mais vous avez qu'on a raison. apprises à Mais l'école, ça les empêche pas de on gagner la n'allait pas guerre. dire ils sont extraordinaires, c'est Mais grâce. pourquoi Non, mais d'accord, mais ça, vous dites, ok, effectivement, ils ont peut-être gagné 2 tiers ou 1 tiers, je sais plus la guerre, mais en tout cas, dans la mémoire collective, c'était plus les Américains, parce que les Américains faisaient plus rêver, peut-être après, par leur plan Marshall. Non, mais après, c'est Hollywood. Hollywood. Mais n'oublions pas quand même, il y a un drame qui est passé souvent sous silence, c'est ce génocide des officiers tchécoslovaques c'est ça. Polonais. Polonais, Catherine. Mais on va en parler de la Pologne. On va en parler. N'est-ce pas qu'on va parler de la Pologne? Mais tout de suite. Oui, mais je sais. Parce que justement. Parce qu'il y a une polémique terrible entre Poutine et la Pologne. Vladimir Poutine réitère ses accusations contre la Pologne, complice des nazis. Pourquoi cette charge contre la Pologne? Expliquez-nous. Je vais me faire mal voir. Des Polonais que j'adore. Mais malheureusement, il a encore raison. Je vais vous expliquer en 2 mots. C'est très simple. Il faut se remettre dans le contexte d'avant. On est avant 1939. Les Polonais ont signé d'abord, je crois en 1935, si je ne dis pas de bêtises, il faudra me corriger, un accord avec Hitler. Oui. Puis Hitler prend la Tchécoslovaquie en 1938, Munich, puis en mars 1939, ils prennent Prague. Et à partir de mars 1939, les Anglais, qui jusqu'à présent, pour nous taper sur la tête, il ne faut jamais oublier ça, depuis 18, les Anglais nous tapent sur la tête parce qu'ils ne veulent pas de l'hégémonie française en Europe, comme sous Napoléon. Donc ils ont favorisé l'Allemagne jusqu'en 1938, jusqu'en mars 1939. À partir de mars 1939, quand Hitler prend Prague, les Anglais disent « c'est trop ». Et donc là, à partir de là, ils veulent attaquer l'Allemagne.
ils nous obligent à attaquer l'Allemagne et ils poussent et ils disent aux Polonais on vous protège. Et là, les Polonais, pris de l'hubris, veulent tenir tête à Hitler. Quand Hitler leur dit Danzig, parce que vous savez c'est la fameuse histoire de Danzig, il y avait une route en fait dans le territoire allemand pour que les Polonais puissent avoir un accès à la mer. Hitler leur dit c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est une terre allemande. Et c'était effectivement une terre allemande avec peuplée d'Allemands. Danzig seulement, pas autour. Oui, et Danzig, ça, bah oui, mais justement, mais il y avait le chemin autour pour aller là. Et là, ils jouent les gros bras. Les Polonais jouent les gros bras face à Hitler, alors qu'ils sont mais 10 fois moins forts. Le général qui gouverne la Pologne est persuadé qu'il va résister aux chars allemands avec ses cavaliers. Il a encore des chevaux. C'est les fameuses... Harold, il a pas mis des cavaleries face aux chars? Non, ça... Excusez-moi, c'est ce qu'on a... Légende soviétique. Hein. Non, sur les images, c'est les images. Je sais, mais j'ai lu un livre entier sur ça il y a encore 3 mois, de Robert Forchik. Ouais. Et ils ont avancé seulement avec des chars de moins bonne qualité que les Allemands. Ils ont trop essayé de défendre leur territoire, y compris des parties qui n'étaient pas défendables, au lieu de se retirer tout de suite. Et la cavalerie, c'était un événement où dans un mouvement de troupes, et ça a été amplifié à la fois par les Allemands et repris par les Soviétiques. Ok, d'accord, autant pour moi. Alors, il faut bien comprendre aussi que ce sont les Polonais, les Français, quand on approche de septembre 1939, la déclaration de guerre, les Français, le gouvernement français, Daladier et Bonnet ne veulent pas faire la guerre. Pourquoi ils ne veulent pas faire la guerre ? Parce que la France n'est pas prête. Elle sera prête en 1941. L'Angleterre non plus d'ailleurs, qui construit des avions à tout va. Tous les services spéciaux à l'époque savent, et Hitler le sait, que la France et l'Angleterre ne seront prêtes qu'en 1941. Et donc avant, ils ne veulent pas faire la guerre. Et donc Hitler veut en profiter pour attaquer, pour s'étendre avant, parce qu'il sait que les Français et les Anglais ne seront pas prêts. Vous voyez, c'est logique. Et là, les Polonais disent aux Français, mais non, ça fait rien, on fait la guerre, etc. Ils ont eu un rôle délétère. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont pas une nation victime. Ils ont déjà été découpés en morceaux à la fin du XVIIIe siècle, les fameux partages de la Pologne entre les Russes et les Prussiens et les Autrichiens. Ils ont de nouveau été partagés en 1940 avec les Russes, les Soviétiques et les Allemands. Tout ça est vrai. Le pacte germano-soviétique, je finis là-dessus, puisqu'on reproche à Poutine d'éluder le pacte germano-soviétique. Là aussi, Poutine a raison, pour une raison simple. C'est que, qu'est-ce que c'est que le pacte germano-soviétique ? C'est la réponse de Staline à la stratégie des Anglais qui voulaient pousser Hitler à attaquer la Russie d'abord. Et quand Staline a compris ça, les Français sont les dindons de la farce. Les Français ont essayé jusqu'au bout de s'allier aux Russes. Et les Anglais ont joué au plus malin comme d'habitude, et ils ont dit mais non, on va pas s'allier avec les communistes, c'est affreux, c'est des affreux communistes, ils ont le couteau entre les dents, etc. Et donc ils poussaient Hitler à attaquer la Russie. Quand Staline a compris ça, il a dealé avec Hitler. Et les Anglais et les Français se sont retrouvés comme des abrutis, tout seuls, face à Hitler, et surtout la France qui a morflé, parce qu'au moins l'Angleterre, elle avait la Manche entre son pays et les troupes allemandes. Donc vous voyez, tout ça, malheureusement, je suis obligé de le dire, sauf pour Katyn, c'est le massacre des officiers polonais. Non mais je dis pas que les Polonais sont pas victimes, vous comprenez. Voilà, et ça, c'est pas les Russes, c'est par les soldats soviétiques qui ont massacré, alors que pendant 40 ans, les Russes ont caché ça. On comprend la charge contre la Pologne. C'est malheureusement la vérité historique, mais c'est comme ça. Cette démonstration de force que Vladimir Poutine fait très régulièrement pour fêter la victoire sur l'Allemagne nazie, c'est important quand même, parce qu'il a publié une longue tribune historique dans les pages de The National Interest, une revue conservatrice aux États-Unis, pour accuser l'Occident de révisionnisme. C'est quand même très fort. Mais il a raison. Et vous dites qu'il a raison. Mais oui, moi je dis qu'il a raison. Et que répondent, par exemple, les gouvernements les Occidentaux insistent sur l'accord germano-soviétique. Oui. C'est vrai. Parce qu'on voit que d'année en année, Vladimir Poutine, quand même, ça commence un peu à l'énerver, on va dire. Mais parce qu'il y a une bataille, vous avez compris que l'histoire, c'est toujours une bataille politique. Voilà, il faut comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le déboulonnage des statues, l'attaque contre Bugeaud, contre Colbert, contre Napoléon, contre Louis XIV, vous voyez tout ça. C'est quoi ? C'est pour détruire l'histoire de France. Et bien là, c'est la même chose. Mais vous dites toujours que ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire. Et bien oui, justement. Mais donc là, il y a plusieurs gagnants.
Moi, je pense que c'est les historiens qui écrivent. Non, moi je pense que ce sont les gagnants. Vous savez, Napoléon disait l'histoire est un mensonge qui est cru par tout le monde. Sauf par les historiens. Mais moi, vous savez, les historiens, ils ne sont pas, en dehors des batailles idéologiques. Oui, mais... Et moi, je lis des historiens très différents, de droite, de gauche, bien sûr. Et c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue sur les mêmes événements. Donc, c'est important. Mais il y a une science historique, on ne peut pas s'écarter. C'est une science humaine. Il n'y a pas de science exacte en histoire. Chacun a son point de vue. Mais c'est relativiste. On ne peut pas aller trop loin dans un sens ou dans un autre. C'est comme les livres d'histoire à l'école, il y a plusieurs versions. Bien sûr. Oui, et qui changent au fil des années. Alors, allez-y, ensuite j'ai une... Non, allez-y. Alors, c'est sur le référendum, sur comprendre un peu ce qui se passe maintenant, le Russie, contexte qui se passe aujourd'hui. Parce que là, on est quand même à quelques jours d'un vote, d'un référendum qui ne dit pas son nom, mais en tout cas sur la réforme constitutionnelle et qui a commencé aujourd'hui. Ça se fait sur une semaine. Et Vladimir Poutine a demandé justement à tout son peuple de voter. Dans ce référendum, il y a aussi la prolongation et surtout, on va dire, de lui au pouvoir jusqu'à après 2024, si ma mémoire est bonne. Est-ce que c'est pas finalement cette démonstration de force n'est pas aussi pour influencer sur le référendum qui se joue en ce moment? Écoutez, il y a toujours des arrière-pensées politiques, politiciennes, électorales. Voilà, c'est humain et c'est la politique et c'est la vie et les plus grands hommes, même le général de Gaulle, même, vous voyez, tous les hommes qui se présentent devant le suffrage universel. C'est humain, mais c'est décrié. Non, mais c'est normal, mais c'est humain, on ferait tous la même chose. Tout le monde ferait la même chose. Donc les adversaires de Poutine feraient pareil. Maintenant, je pense qu'il y a un problème de fond. C'est-à-dire que Poutine, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, on parlait de la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure. Quand Harold a tout à fait raison, au début, ça a été dans un désordre incroyable. L'armée soviétique était terrible. En fait, le communisme avait détruit l'armée russe. Et quand Staline, qui s'est saoulé pendant 3 jours, enfermé dans son bunker, je ne sais pas si vous imaginez, on est dans Dostoïevski, quand il sort de sa saoulerie, il fait un discours et il parle plus de communisme, et il appelle à la Russie éternelle, à la défaite de Napoléon en 1812, à la religion orthodoxe, à tout. Il fait appel à la Russie éternelle pour sauver son pouvoir et pour sauver la Russie. Et bien aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Poutine s'approprie le passé communiste, même le passé stalinien, même la figure de Staline, qui est, contrairement à ce qu'on croit nous, très populaire aujourd'hui en Russie. Oui. Faut le rappeler, on n'est pas des Russes. Bon. Et il s'approprie ça dans la continuité historique. C'est-à-dire que Poutine essaye de faire ce que nous ne faisons plus, ce qu'on faisait, je vous disais, dans les années 60, ce qu'on faisait sous la Troisième République. C'est-à-dire, vous savez, la Troisième République, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'Ancien Régime, elle a trouvé des grands personnages, Colbert, Richelieu, etc. Et elle a fait de la continuité historique. C'est une continuité entre la monarchie et la République. Et bien, Poutine fait la même chose. Nous, on fait exactement le contraire. On passe son temps à faire une propagande de la repentance et de la détestation de soi. Eux, alors, on peut parler de propagande. Il y a une part de propagande, je n'en disconviens nullement. Je suis d'accord. Mais moi, je préfère la propagande pour glorifier son pays et pour dire que son histoire a été grande. Il dit ça au peuple russe et il a raison. Nous, on passe notre temps à dire que notre histoire a été criminelle et on a tort. Voilà, c'est tout. Ça fait une différence de base. Alors, justement, en parlant de ce sujet-là, demain, 19h sur CNews, un grand face-à-face, Bernard-Henri Lévy et Éric Zemmour. On parlera de l'antiracisme. Faut-il revisiter l'histoire? On parlera de son livre sur le coronavirus, virus qui rend fou, le livre de Bernard-Henri Lévy. Donc demain soir, grand face-à-face d'1h à 19h sur CNews. Et on vous entendra tout à l'heure pour dans la deuxième partie d'émission. Éric de Riedmaten, je me tourne.